Bonjour, c'est Satu. Telle une fourmi ouvrière japonaise typique, j'ai toujours passé mes journées plongée dans mon travail, mais je ne crois pas que cela m'ait jamais épuisée au point de souhaiter m'enfuir ailleurs. J'étais occupée, mais j'avais l'impression que mon travail en valait la peine. C'est vrai, je vous jure. La douleur ressentie juste avant que ce nuage de poussière ne m'envahisse a semblé m'avoir assommée pendant environ 2 heures. La poussière était probablement due à toutes ces météorites qui s'écrasaient sur Terre, me suis-je dit. Le menu affichait l'heure dans un format simple, dans un coin de mon champ de vision. Comme c'était pratique, je m'efforçais de bouger mon corps, à moitié enfoui dans la terre. Impossible de me lever. C'était un peu comme quand on n'arrive pas à sortir du lit un matin d'hiver. Je pouvais bouger un peu les mains, mais il était difficile de faire plus que remuer mollement les doigts. Clac, le bruit métallique me tira de mon état de semi-conscience. Impossible, murmurai-je, mais au fond de moi, j'étais déjà certain de ce que cela pouvait être. L'homme lézard qui avait tiré la première flèche. Comme pour confirmer mes soupçons, un point rouge apparut sur mon radar. L'homme lézard sur ma carte encore ouverte était le seul ennemi encore en vie. Comment avait-il pu survivre à ces 3 attaques de météores ridicules? Je ne pensais pas que ce soit possible. Peut-être avait-il évité la plupart des attaques en étant plus près de moi que les autres? Je suppose que je perds cette manche, grommelai-je. J'étais un peu frustré, mais la plupart du temps, l'état léthargique de mon corps semblait avoir aussi entraîné mon esprit dans la résignation. Clank, mais lorsque je vis l'ennemi apparaître au sommet de la falaise, cette apathie de joueur qui venait de perdre une partie de stratégie disparut complètement. L'homme lézard saignait de tout son corps, tachant de rouge les restes de son armure bleue en lambeaux. Il cracha une lance qu'il serrait entre ses dents sur la falaise et se hissa en avant. À cet instant, son regard se posa sur moi et refusa de se détacher. Mes bras et mes jambes tremblaient pathétiquement. J'avais déjà rêvé de fuir sans pouvoir bouger, mais je n'avais jamais rêvé de quelque chose qui me faisait trembler autant. Utilisant la lance comme une canne, le guerrier s'avança vers moi en traînant sa jambe cassée. Son corps était couvert de blessures. Si j'avais réagi un peu plus tôt, j'aurais peut-être pu le surprendre d'un coup de poing et le précipiter du bord de la falaise, mais il était trop tard. Malgré son état de délabrement, les yeux de l'homme lézard brûlaient encore d'envie de se battre. Il voulait absolument me tuer. Il sortit une épée du fourreau à sa taille et la lança à mes pieds. Ce mouvement brusque fit tomber un morceau de son armure et l'envoya valser au sol. Maintenant qu'il était si près de moi, l'odeur du sang était si forte que j'ai failli en avoir un haut-le-cœur. Ça aurait été bien trop réaliste, sans la jauge de PV flottant à droite de la tête de l'homme lézard. En dessous, il y avait l'inscription « Homme lézard, niveau 50 ». On aurait dit une sorte de réalité augmentée, semblable à celle utilisée aujourd'hui dans les jeux sur smartphone et autres jeux du même genre. C'est censé être un jeu? Ai-je grogné, essayant de forcer mes membres à bouger. Pour une raison inconnue, mon corps m'a semblé un peu plus léger. Je n'avais aucune idée de ce que l'homme lézard me disait, mais je pouvais deviner. Tu veux que je prenne cette épée et que je combatte? À peine remis, je luttais pour me remettre en mouvement, tendant la main vers l'épée. Aussi absurde que cela puisse paraître, étant donné que je rêvais, la peur que je ressentais était bien réelle. J'ai agrippé l'arme comme si je m'accrochais à un fétu de paille. À cet instant, pour une raison inconnue, il ne m'est pas venu à l'esprit de supplier pour ma vie. Mon esprit s'emballait. Je n'avais jamais pris de cours d'escrime ou de kendo. Je n'avais même jamais manié une houe à la ferme ni utilisé un maillet pour faire du mochi le soir du Nouvel An. Ma seule expérience avec une lame se limitait donc à ce que j'avais vu dans les animes, les mangas et autres trucs du genre, sans aucun rapport avec la réalité. Je serrais fermement l'épée de mes 2 mains tremblantes et plantais désespérément mes pieds. L'homme lézard ricana en préparant sa lance. Contrairement à mon faux escrime, la posture de mon adversaire témoignait d'une grande maîtrise. Le mot qu'il répétait sans cesse est difficile à décrire, je pourrais l'écrire Mokugwa ou Makuga. Bien sûr, je n'en avais aucune idée. En criant, il m'enfonça la lance rougeoyante dans l'épaule. Ça faisait très mal. J'ai entendu dire qu'on ressentait plus la chaleur que la douleur après une blessure par arme blanche, mais non, c'était surtout de la douleur. C'était insupportable. Mon esprit était trop concentré sur mon épaule pour réfléchir à la moindre action. Retirant la lance de mon corps, l'homme lézard m'a transpercé la jambe comme s'il jouait avec moi. Au moment où la lance transperçait ma cuisse, je fus frappé d'une nouvelle douleur et basculai sans ménagement sur le dos. Vu mon côté pathétique, je n'aurais pas été surpris de m'évanouir de douleur à ce moment-là, mais pour une raison étrange, j'ai cessé de la ressentir. Peut-être était-ce mon imagination, mais ma peur semblait s'estomper aussi. Peut-être avais-je tellement peur que mon limiteur émotionnel avait lâché? Mes bras et mes jambes cessèrent de trembler, et je pus enfin réfléchir. La jauge de PV que je voyais près de la tête de mon adversaire était proche de 0, mais je doutais de pouvoir le combattre et gagner. Si j'essayais de l'attaquer avec mon épée,
il contrerait sans doute facilement mon attaque et mettrait fin à la situation en me tranchant la gorge. Heureusement, les mouvements de mon ennemi semblaient aussi douloureux que les miens. Je devais créer une ouverture pendant qu'il me tourmentait et m'enfuir. En me relevant, j'ai attrapé une poignée de terre sèche. Jeter de la terre dans les yeux d'un adversaire était peut-être facile, mais je n'avais pas le luxe d'un combat loyal pour le moment. J'observais attentivement l'homme lézard et frappais sa lance avec mon épée au moment où il reculait. J'avais dû sous-estimer mes forces restantes, car le coup le déséquilibra. C'était ma chance, je jetai la terre au visage de toutes mes forces. Elle se dispersa dans les airs, mais une quantité suffisante atteignit encore la créature. Malheureusement, mon adversaire avait une longueur d'avance sur moi. Il se défendit en levant un bras devant ses yeux. Bon sang, tu es censé être mortellement blessé. Mais au moins, son bras lui bloquait la vue. Visant ses jambes, je lançai mon arme et la lançai en avant. Mais j'avais apparemment frappé trop fort, elle vola vers le torse de l'homme lézard. J'avais prévu de m'enfuir dès que j'aurais lâché l'épée, mais la scène qui se déroulait sous mes yeux me figea net. L'épée avait quitté mes mains à une vitesse fulgurante et avait transpercé l'homme lézard en deux. Du sang jaillissait de son corps déchiqueté. Oh mon Dieu, je ne suis pas doué pour les trucs gore. Et je n'avais jamais rien vu d'aussi horrible, même pas au cinéma. Il disparaît. Tel un ennemi dans un jeu vidéo, le cadavre de l'homme lézard disparaissait. Cependant, les traces de sang qu'il laissait derrière lui prouvaient que la bataille n'avait pas été une illusion. Je m'assis fermement par terre, levai les yeux au ciel, puis pris enfin une grande inspiration. Ouf, ce rêve est épuisant. Si je devais rêver quelque chose d'aussi réaliste, ne pourrais-je pas être sur une plage tropicale ou quelque chose comme ça, en train d'embrasser des filles sexy en bikini? J'ai enlevé mon polo pour essayer de soigner mes blessures. Il faisait frais, mais pas au point d'attraper un rhume. Je l'ai rangé et j'ai utilisé mon t-shirt pour essuyer le sang. Étrangement, je ne saignais plus. Je me serais attendu à ce qu'une blessure par arme blanche dure bien plus longtemps. Quand j'ai frotté le sang durci du doigt, il s'est dispersé par grumeaux. En dessous, il y avait une peau parfaitement nette, pas même une cicatrice. La douleur avait également cessé, réalisai-je. Peut-être que ce rêve, semblable à un jeu vidéo, comportait un système de guérison automatique après avoir terminé une mission? J'ai ouvert l'écran d'état pour confirmer. Effectivement, mes PV avaient été entièrement restaurés. En y regardant de plus près, mes PV maximum avaient même augmenté. Et en plus, mon niveau était passé de 1 à 310. La vitesse incroyable de ce lancer d'épée devait être due à mon niveau élevé. Ma force, ainsi que toutes mes autres statistiques, avaient atteint leur valeur maximale. J'avais dû gagner autant de niveaux à cause de tous les ennemis vaincus par ces pluies de météores. Voulant observer les conséquences de ces pluies, j'ai regardé par-dessus la falaise. Le paysage en contrebas était terrifiant. Un voile de poussière flottait encore dans l'air, obscurcissant le désert, mais le sol que je distinguais à travers était parsemé de cratères. La zone où l'armée avait été déployée était également criblée de trous. Mon hypothèse était probablement juste. L'homme lézard que j'avais combattu auparavant avait dû échapper à un impact direct des météorites, car il était assez éloigné du reste du groupe. Puisqu'il était encore à l'article de la mort, les ondes de choc à elles seules devaient être incroyablement puissantes. Quant au canyon au loin, la vallée des dragons, on aurait dit qu'une grande partie de la zone s'était effondrée. On aurait dit moins les conséquences d'une attaque magique en jeu que la surface meurtrie de la Lune. Bon, c'était prévisible si une petite parcelle de terre était frappée par 3 attaques de plus de 100 météorites chacune, je suppose. Le décor ressemblait à un film, c'était peut-être pour ça que ça ne paraissait pas réel. Ah oui, c'est un rêve, non? C'était trop vivant pour un rêve, et pourtant bien trop étrange pour être réel. Il me semblait plutôt que j'étais dans un jeu. Si c'est un jeu, on pourrait penser que vaincre tous ses ennemis déclencherait un événement. Pour en savoir plus, j'ai consulté le journal. Il commençait par le message « Bienvenue dans notre monde ». Normalement, cela aurait semblé une déclaration assez significative, mais comme FFL commence par ce même message, je l'ai survolé. Le journal indiquait les icônes que j'avais utilisées, les défaites des hommes lézards et d'autres ennemis, et la défaite de certains dragons qui avaient apparemment été les anciens maîtres de la vallée des dragons. Il y avait aussi des notifications de montée de niveau et d'acquisition de divers titres, puis, enfin, ma victoire sur le dernier homme lézard. Après cela, il y avait une ligne indiquant source, conquérir la vallée des dragons, mais je n'en comprenais pas la signification et je l'ignorais. Ensuite, un journal de tout le butin que j'avais gagné au combat. Même le cadavre de cet homme lézard figurait parmi les butins, ce qui expliquerait sa disparition. Devais-je devenir nécromancien maintenant, ou quoi? Me souvenant de la mort tragique de mon adversaire, j'ai créé un dossier « cimetière » dans mon stockage et j'y ai rangé tous les cadavres. Après un moment de réflexion, j'ai regardé le dossier et joint les mains pour une brève prière. En continuant à vérifier mon statut,
J'ai remarqué que les compétences d'urgence pour débutants que j'avais utilisées plus tôt étaient enregistrées dans le menu magie. Je n'avais pas pu accéder à ce menu, mais il semblait maintenant que je pouvais utiliser les nouvelles compétences magiques de la liste si je les sélectionnais et les activais. J'aurais aimé que ce rêve ne soit pas hanté par tous ces systèmes agaçants. Tester, fouiller toute la carte, ne prouverait pas forcément son efficacité, alors j'ai décidé d'essayer le sort pluie de météores. Un rapide coup d'œil à la carte m'a confirmé que j'étais seule, donc ça ne devrait pas poser de problème. Je devais le tester tant que j'en avais l'occasion, de peur de me retrouver dans une situation délicate et de ne recevoir qu'un message, pas assez de PM, ou quelque chose du genre. J'ai sélectionné, fouillé toute la carte, dans le menu magie et j'ai choisi, utiliser. Peut-être parce qu'il n'y avait aucun ennemi sur la carte, une fenêtre contextuelle est apparue, disant, veuillez sélectionner une cible. Je suppose que je dois marquer une zone cible pour la magie destructrice, comme dans WW. J'ai choisi un site environ 3 fois plus éloigné que la vallée des dragons. Apparemment, c'était suffisant, car ma jauge de PM a immédiatement diminué. J'ai eu l'impression que quelque chose était aspiré hors de mon corps, bien plus intensément que lorsque j'avais utilisé, fouillé toute la carte. Ce n'était pas arrivé la première fois que j'avais utilisé ces compétences, probablement parce que je n'utilisais pas ma propre magie à ce moment-là. Cette fois, mes PM avaient baissé d'environ 1000 points, soit environ un tiers de mon total. J'ai levé les yeux au ciel. Pas encore de météorite. À en croire la première fois, elle devrait apparaître d'un instant à l'autre. Finalement, j'ai vu quelque chose percer les nuages, comme la dernière fois, mais... Que se passe-t-il? Ils sont énormes. Les rochers qui filaient vers le sol étaient presque 100 fois plus gros que ceux que j'avais invoqués auparavant. Non, vu leur distance, ils devaient être encore plus gros. Avant même de me demander pourquoi, je me suis mis à courir instinctivement. Loin de la grêle de météorites, évidemment. Météorite n'était probablement pas le mot juste pour ces énormes morceaux de roche déchirant l'atmosphère. Une onde sonore s'est abattue sur moi si violemment que ma peau a frissonné, et j'ai couru encore plus vite, hurlant d'une intensité comparable à celle du grondement tonitruant. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai crié, si tant est que j'ai crié quelque chose. Je me souviens de l'incroyable résistance de l'air, comme si je courais dans l'eau. En fuyant, j'ai fini par me rendre compte que j'allais beaucoup trop vite, mais il était trop tard pour freiner. J'ai tendu les jambes de toutes mes forces, mais je n'arrivais toujours pas à m'arrêter. La tension physique a déchiré mes baskets comme des bouts de papier. Mon talon a percuté un rocher, et lorsque mes mains ont touché le sol, mes doigts ont creusé 10 rainures dans la pierre. Mais même cela n'a pas suffi à arrêter mon mouvement, et j'ai été projeté du bord de la falaise dans les airs. Ayant réussi à réduire presque tout mon élan, j'ai pu atterrir sur une saillie rocheuse à environ 5 mètres de profondeur. Mince, c'était 3 fois plus effrayant qu'une chute libre. Les secousses périodiques du sol m'empêchaient de me tenir debout. Je me suis accroché à la saillie, ne voulant pas tomber complètement. Un raz de marée de terre, tel un fleuve boueux, a déferlé sur le sol. De temps en temps, je voyais des rochers de la taille d'une voiture rouler dans la poussière, ce qui me faisait frissonner. Une fois la terre calmée, j'ai tenté de remonter l'escarpement pour constater les effets de la pluie de météores. L'air était encore chargé de débris, alors j'ai enroulé mon t-shirt autour de mon visage en guise de masque. Ça sentait un peu le sang, mais c'était mieux que de respirer la poussière et d'avoir une quinte de toux. Quand j'ai enfoncé mes doigts dans la paroi de la falaise, ils ont creusé de petits trous de la taille d'un doigt. La roche ne semblait pas particulièrement cassante, j'ai donc pu grimper assez facilement. Arrivé au sommet, je me suis souvenu que j'étais désormais pieds nus, alors j'ai fouillé dans mon entrepôt. J'ai trouvé des sandales et j'ai essayé de les retirer, mais elles étaient couvertes de sang, alors je les ai remises en hâte. Si je dois utiliser quelque chose de sanglant, autant que ce soit mon propre sang. J'ai sorti le polo taché de rouge du stockage, je l'ai déchiré en deux et j'ai enroulé chaque moitié autour de mes pieds. Pas très stylé, mais ça ferait l'affaire pour l'instant. En relevant la tête et en regardant au loin, j'ai aperçu quelque chose qui ressemblait à un champignon atomique. En m'approchant du bord de la falaise, j'ai distingué une lumière rouge à la surface. Était-ce de la lave qui avait jailli du sous-sol, peut-être? C'était peut-être juste du feu, mais comme je ne pouvais pas voir la situation d'ici, j'ai décidé de consulter la carte. Je suis passé de l'affichage second à l'affichage 3D. À en juger par le fait que mon marqueur de cible flottait maintenant dans les airs, le sol avait dû s'effondrer considérablement. Le terrain autour de l'endroit où les météores avaient frappé était également déformé. Contemplant le champignon atomique, j'ai silencieusement ouvert le menu magique et désactivé le sort pluie de météores, le rendant inutilisable. Ce sort est dangereux. À l'utiliser encore et encore, je me transformerai en seigneur démon. On dit qu'un homme sage évite le danger, alors j'avais intérêt à le garder scellé. S'il était bien plus puissant que la première fois, c'était grâce à mon niveau ou à mon intelligence, du moins c'est ce que je pensais.
Et il semblait que mes autres attributs s'étaient aussi renforcés. Si j'étais capable de percer la roche avec mes doigts, c'était probablement grâce à une force accrue, et ma capacité à supporter le recul était probablement due à mon endurance supérieure. Et cette course folle, assez rapide pour créer une résistance à l'air, devait être mon agilité. J'ai ramassé un caillou et je l'ai manipulé pour l'expérimenter, mais heureusement, j'ai semblé maîtriser parfaitement ma nouvelle force. Je ne me sentais pas plus fort que d'habitude en le tenant et en le faisant rouler entre mes doigts. Mais lorsque j'ai essayé un instant de le briser, il s'est effondré dans ma main. À un moment, j'avais éternué par inadvertance en tenant le caillou, mais je ne l'avais pas écrasé. Quel soulagement! C'était peut-être à cause de la poussière qui volait, mais le temps commençait à se gâter. J'ai donc trouvé une tente dans mon butin et je l'ai installée pour faire une pause. En grignotant une barre protéinée, j'ai trouvé un sac de puits parmi mes provisions, que j'ai utilisé pour étancher ma soif. Apparemment, c'était une sorte d'objet magique qui ne manquait jamais d'eau. Très pratique, mais essayer de comprendre son fonctionnement me semblait bien pouvoir m'empêcher de dormir, alors j'ai décidé de ne pas trop y penser. La pluie s'était mise à tomber, et il semblait peu probable qu'elle cesse de sitôt. Comme j'avais du temps à tuer, j'ai décidé d'examiner le reste de mon butin. La plupart des objets étaient plus ou moins endommagés, probablement écrasés par les météorites. Il y avait toutes sortes d'outils, d'équipements et d'objets du quotidien, mais comme la plupart étaient cassés, j'ai créé quelques dossiers dédiés et je les ai mis de côté. Il y avait des tonnes de pièces d'or, d'argent et toutes sortes de bijoux aussi. Je suppose que c'est vrai que les dragons aiment les choses qui brillent. J'ai trouvé toutes sortes de monnaies provenant de divers endroits, et j'ai vite perdu l'envie de les trier. Les plus nombreuses étaient les pièces d'or d'un endroit appelé le Royaume de Flux, dont j'avais plus de 10 millions, un volume absurde de 303 tonnes. Peut-être que les humains de là-bas avaient été contraints de payer des tributs périodiques aux dragons? Je ne sais pas si c'est un rêve, un jeu ou quoi, mais si je trouve le chemin d'une civilisation humaine, il semble que je n'aurai plus à me soucier d'argent. J'espère qu'il n'y a pas de système de troc. Parmi mes objets magiques, il y avait toutes sortes d'épées sacrées, de lames divines et autres, ainsi qu'un pistolet magique. Au fond de moi, mon moi de collégienne était en train de perdre la tête. Toutes les épées portaient des noms absurdes comme Excalibur et Durandal, mais comme c'était mon rêve, je suppose que c'était grâce à mon subconscient. Sans doute pour me protéger du vol, les épées sacrées déclenchèrent une décharge électrique qui m'endommagea lorsque je les sortis. Je les remisai donc provisoirement. Je ne les avais utilisées qu'1 minute, mais elles émettaient une jolie lumière bleutée. La lumière s'éteignit au bout d'un instant, peut-être brillait-elle simplement dans l'obscurité. Je sortis ensuite le pistolet magique de son stockage et tirai expérimentalement sur un rocher proche. Il y eut un léger décalage entre le moment où j'appuyais sur la détente et celui où le coup partit, mais la puissance restait assez élevée. Quoi qu'il en soit, après avoir joué un peu, il était temps de me remettre au tri. La pluie avait cessé en un éclair. Je crois que je me suis assoupi en triant. J'avais dormi bien plus que je n'en avais eu depuis un moment, alors je me suis réveillé frais et dispo. Le fait d'avoir pu dormir aussi profondément sur une falaise comme celle-ci montre à quel point j'étais épuisé. J'ai versé de l'eau dans un seau trouvé au dépôt et je m'en suis servi pour me laver le visage. Hein? Attendez, quelque chose clochait. J'ai regardé à nouveau. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Sortant mon téléphone à clapet de ma poche, j'ai pris un selfie. Ouais, voilà à quoi je ressemblais en première année de lycée. C'était peut-être juste mon imagination, mais même ma voix semblait plus jeune. Bon, je suppose que ce n'était pas si inhabituel de rêver d'être à nouveau étudiant. Après une bonne nuit de sommeil, je me suis dit qu'il était temps de partir, puisqu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire ici. En regardant la carte, j'ai trouvé une zone appelée le Bastion des Soldats, à environ 100 km à l'ouest. Elle semblait vide de vie, et elle se trouvait tout au bord de ma carte, donc je ne savais pas trop ce qui se passait au-delà. Mais je ne voyais aucun autre point de repère important, alors je me suis dit que je ferais mieux de commencer par là. Avant de partir, j'ai ouvert l'écran des compétences pour m'amuser un peu. Je l'avais ignoré la veille, mais il semblait que beaucoup de nouvelles compétences étaient apparues dans la liste. J'en ai compté 11 au total: épée à une main, lancement, évasion, parade, magie pratique, autre monde, magie d'invocation, autre monde, résistance à la peur, résistance à la douleur, auto-guérison, observation, et langue ancienne des écailles. Peut-être les avais-je apprises en gagnant des niveaux, mais il semblait qu'il y en aurait d'autres si c'était le cas. Ai-je acquis des compétences par mes actions? Les niveaux de compétences allaient de 1 à 10, et on pouvait les améliorer en leur attribuant des points de compétence. Le taux de conversion était simple, 1 point par niveau, et il me restait 3100 points, alors je les ai simplement augmentés au fur et à mesure. Je ne voulais pas revivre cette rencontre avec l'homme lézard, alors j'ai commencé par maximiser toutes les compétences liées à la résistance ou qui semblaient utiles au combat.
Apparemment, on pouvait aussi les activer et les désactiver après avoir attribué des points. Je suis descendu de la falaise et j'ai couru au sol. Je portais un objet trouvé dans mon entrepôt, des chaussures ailées. Le texte d'ambiance ambigu indiquait qu'elles offraient de légers ajustements pour affronter les sentiers difficiles, mais en tout cas, elles étaient incontestablement robustes. J'avais aussi changé de vêtements, une robe trouvée dans mon butin, faite d'une fibre appelée fibre Uria. Sans doute grâce à mes statistiques améliorées, je me déplaçais à près de 70 km/h, sans pour autant me sentir fatigué ni essoufflé. À trop m'inquiéter, j'ai failli trébucher, alors j'ai essayé de me concentrer sur ma course. Avec le soleil matinal dans le dos, j'ai fait le vide et j'ai continué d'avancer. Qu'est-ce que c'était? Alors que je me précipitais vers le bastion des soldats, je sentis que je perçais une sorte de membrane. Je ralentis pour observer. À environ 1,5 km du bastion, un mince champ de force semblait s'installer. Alors que je fixais le mur invisible un instant, un écran de réalité augmentée apparut avec l'inscription « Vallée des Dragons, barrière ». Une barrière, encore un cliché fantaisiste, je suppose. Il y avait une légère résistance, mais j'avais l'impression de pouvoir entrer et sortir assez facilement. Cela semblait bloquer le mouvement de l'air. Lorsque je soulevais un nuage de poussière, il s'arrêtait devant le mur invisible. Même la végétation semblait différente de chaque côté, le terrain vague brun rougeâtre devenait brun clair, avec quelques mauvaises herbes qui poussaient ça et là. Bon, je suppose que c'était un terrain vague de toute façon, mais quand même. J'ai retiré le morceau de tissu que j'avais enroulé autour de ma bouche et j'ai enfin pris une grande inspiration. L'air était délicieux. Il était sec, mais c'était plutôt normal pour ce qui semblait être un climat hivernal. Peu après avoir franchi la barrière, j'arrivais à mon objectif actuel, le bastion des soldats. C'était une forteresse de pierre compacte, avec une place de mortier qui ressemblait à une sorte d'arène. Les murs extérieurs s'effondraient, c'était encore plus abandonné que je ne l'avais imaginé. Je savais d'après la carte qu'il n'y avait personne, mais l'endroit semblait désert depuis très longtemps, envahi par la poussière et les toiles d'araignée. J'ai fouillé l'intérieur et l'extérieur de la forteresse, mais hormis quelques pierres tombales à l'ombre de l'arène, je n'ai pas trouvé grand-chose. Comme il semblait s'agir de la limite de la vallée des dragons, la portée de mon radar était réduite à quelques dizaines de mètres. En regardant la carte, j'ai vu que le nom en haut à gauche avait changé de vallée des dragons à royaume de Shiga, comté de Seriou. Alors, c'est une sorte de monarchie, hein? Si c'était une légende ou un mythe, je rencontrerais probablement une belle princesse et tomberais amoureux, ou quelque chose comme ça, mais vu ma personnalité, j'étais bien plus susceptible d'être un personnage secondaire qui encourage le héros depuis la ligne de touche. Je ne savais pas combien de temps ce rêve allait durer, mais il aurait au moins pu y ajouter une charmante servante à forte poitrine. J'ai décidé d'utiliser la fonction « Rechercher sur toute la carte » pour explorer le comté de Seriou, mais j'ai d'abord fait quelques expériences. Il semblait que l'écran de réalité augmentée ne proposait que des menus de base, tandis que le sort offrait des informations plus détaillées. Toujours en expérimentant, j'ai ouvert la carte et inspecté la zone habitée la plus proche. Le fonctionnement était similaire à celui de WW, et une fois la fonction « Rechercher sur toute la carte », j'ai pu l'affiner librement pour afficher la vie humaine ou animale, et pas seulement le terrain. Apparemment, la zone civilisée la plus proche était la ville de Seriou, à environ 20 km. Il y avait aussi une autre ville, mais celle-ci était cachée dans des montagnes à une 50aine de kilomètres, alors je l'ai abandonnée. J'ai aussi vu beaucoup de villages, mais la ville de Seriou était toujours la plus proche, donc ça n'avait pas de sens de s'y aventurer jusque-là. Le comté de Seriou s'étendait sur une 60aine de kilomètres dans toutes les directions. Plus grand que Tokyo, mais plus petit que Chiba, peut-être? C'était ce que j'avais appris en modélisant au collège, donc je n'avais pas vraiment confiance en mon estimation. Sur la route de Seriou, à environ 5 km d'ici, se trouvait une armée d'une centaine de soldats. Le niveau moyen des soldats était de 7, le plus élevé étant de 31. C'est étonnamment bas, me suis-je dit en examinant la carte de plus près. Il y avait moins de 10 personnes au-dessus du niveau 40 dans toute la zone, et aucune au-dessus du niveau 50. On pouvait donc supposer que 310 était un niveau assez élevé. Malgré tout, je n'aime pas les ennuis, alors j'ai décidé de prendre un chemin détourné pour éviter de croiser l'armée. J'étais peut-être un peu trop prudent malgré le fait d'être dans un rêve, mais je ne voulais pas me créer de nouveaux souvenirs effrayants. Alors que je me dirigeais vers Seriou, un point rouge est soudainement apparu sur mon radar, fonçant droit sur moi. Je traversais une zone rocheuse avec beaucoup de montées et de descentes, donc même en regardant dans la direction du point, je ne voyais rien. En examinant ma carte, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une viverne de niveau 30. Je voulais voir, alors j'ai sauté sur une formation rocheuse proche. En bondissant, j'ai percuté la viverne tête la première, et la collision m'a fait tomber au sol.
Oh, ma tête! J'avais roulé sur pas moins de 10 mètres de sol rocailleux avant de m'écraser contre une paroi. Heureusement que j'avais la compétence résistance à la douleur, et une statistique vie élevée, je suppose. Malgré tous ces chocs, je n'avais pas une seule blessure. Je suis devenu plutôt costaud, non? La bête était remontée dans le ciel et tournoyait autour, attendant le bon moment pour attaquer. À en juger par la taille de la tête que j'avais percutée plus tôt, je dirais que son envergure était d'environ 30 mètres. Son corps ressemblait plus à un ptéranodon qu'à un dragon, me suis-je dit. Et le dard au bout de sa longue queue était un ajout typique de fantaisie pour ce genre de créature. Pour faire diversion, j'ai lancé un caillou à proximité sur le prédateur qui tournoyait. J'avais juste voulu la distraire, mais la pierre avait transpercé l'aile de la viverne et disparu dans le ciel. Si c'était un manga, j'ai eu l'impression qu'il y aurait eu un scintillement et un petit bruit de « ching » au moment où le projectile s'envolait. Il avait peut-être transpercé l'aile de la créature, mais le caillou était encore petit, donc il n'avait pas suffi à la faire tomber. Malgré tout, il avait servi à la chasser. La viverne s'est envolée vers une falaise lointaine, traçant une trajectoire instable dans les airs. Oh là là, elle se dirigeait vers cette armée. Le chevalier qui menait le groupe était d'un niveau supérieur à celui de la viverne, alors je me suis dit qu'il s'en sortirait probablement, mais bon. Je me sentais un peu coupable de l'avoir envoyé là-bas, alors j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait, au cas où. J'ai escaladé la falaise de 20 mètres en seulement 3 sauts. J'aurais probablement pu le faire en 2, mais les branches qui dépassaient de la paroi rocheuse me gênaient. En montant, j'ai vu la viverne tournoyer au-dessus d'une nouvelle proie. En sautant par-dessus quelques gros rochers au sommet, j'ai pu apercevoir la cible du monstre, l'armée en contrebas. Ils étaient probablement à environ 200, voire 1000 pieds. J'entendais la voix du commandant d'ici, mais malgré tous mes efforts, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Bien sûr, je ne parle que japonais et un peu d'anglais approximatif, mais d'habitude, j'arrive au moins à deviner la langue que j'entends. Cette fois, cependant, c'était apparemment une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Et ce n'était pas un charabia insensé comme on entend souvent dans les rêves, on aurait dit qu'elle avait une structure réelle. À bien y penser, la langue des hommes lézards était comme ça aussi, non? J'avais de plus en plus de mal à croire que c'était un rêve, mais l'alternative était trop effrayante, alors j'ai essayé de persévérer, convaincu que tout cela n'était que dans ma tête. Une fois sorti de ma réflexion, j'ai consulté mon menu de compétences et, effectivement, une nouvelle compétence appelée « langage Shigan » était apparue. Pour l'instant, j'ai décidé de lui attribuer un point. Tout le monde, alignez-vous, vite. Ah, ce n'était pas parfait, mais je comprenais l'essentiel des paroles du commandant. J'ai ajouté quelques points. Bientôt, j'ai compris qu'il avait dit « Tout le monde, formez un cercle. » Vite, maintenant. Il me semblait que je comprenais bien le langage vers 5 points. Juste pour tester, j'ai augmenté les points de compétence à 10, mais au-delà de 6, cela ne faisait plus beaucoup de différence. Outre la langue, j'avais également acquis 7 autres compétences en cours de route. Combat au corps à corps, sprint, mobilité spatiale, vision longue distance, viseur télescopique, ouïe fine, et lecture labiale. Dans WW et FFL, acquérir des compétences impliquait généralement de terminer des quêtes et des missions assez difficiles, mais le processus semblait bien plus simple dans ce rêve. J'avais désactivé l'écran du journal, car il me gênait lorsque je me déplaçais, mais je voulais savoir comment j'acquérais les compétences, alors je l'ai configuré pour ne voir que quelques lignes à la fois dans le coin de mon champ de vision. Pour l'instant, j'ai réparti quelques points entre les compétences qui me semblaient utiles pour regarder les missions. Enfin, pour garder un œil sur la situation, vision longue distance, viseur télescopique, ouïe fine, et observation. L'armée s'était regroupée en formation circulaire pour repousser la viverne. En me concentrant sur eux, mes nouvelles compétences se manifestèrent. Je pouvais les voir comme avec des jumelles. Comment se faisait-il que mon champ de vision fût le même, et que tout ce sur quoi je me concentrais devienne aussi clair qu'en zoomant? Je décidai de remettre cette enquête à plus tard et me concentrer sur le sujet. Une rangée de soldats lourdement armés, portant de grands boucliers, occupait l'extérieur du cercle, tandis qu'à l'intérieur, 2 rangées de soldats plus légers, armés de longues lances, occupaient l'extérieur du cercle. La façon dont les pointes se déplaçaient pour suivre les mouvements de la viverne qui tournoyait donnait à la formation l'allure d'une créature vivante. Après les lanciers, un groupe d'archers était agenouillé en position d'attente, prêt à tirer. N'ayez pas peur, soldats. Souvenez-vous de votre entraînement. Montrons à cette chose l'esprit de sérieux. Des voix s'élevèrent de l'intérieur du cercle, encourageant les soldats effrayés. Eh bien, oui, il était naturel d'avoir peur d'un monstre pareil. Au centre du cercle se tenait une silhouette vêtue d'une robe et brandissant un bâton, vraisemblablement une sorcière. À sa gauche et à sa droite se trouvaient 2 femmes soldats, légèrement blindées, tenant ce qui ressemblait à des bâtons de chef d'orchestre.
J'ai d'abord cru à des armes à feu, mais l'étiquette de l'art qui est apparue m'a appris qu'il s'agissait de baguettes courtes. Apparemment, les femmes qui les maniaient étaient connues sous le nom de soldats magiques. Ces 2 femmes étaient donc aussi des magiciennes. Alors pourquoi ne portaient-elles pas de robe? Un groupe de soldats debout près du trio semblait être l'escorte des sorciers. À l'extérieur du cercle, environ 8 chevaliers trottaient à cheval. On aurait dit qu'ils se déplaçaient derrière les 4 rangs de troupes, interposant le cercle entre eux et la Viverne. Ces hommes étaient couverts de la tête aux pieds d'une armure complète argentée et brillante, alors pourquoi utilisaient-ils le reste de l'armée comme bouclier? La voilà, lancier, ne laissez pas vos lances s'agiter en l'air. Plantez-en la pointe dans le sol et enfoncez-la du pied. Si elle est détachée, l'attaque de la Viverne vous la fera tomber des mains. Archer, attendez qu'elle soit effrayée par les lances et ralentisse. Les instructions méticuleuses du commandant ne faisaient probablement qu'effrayer davantage ces pauvres soldats, sans les rassurer. C'était peut-être pour cela qu'à chaque attaque du monstre, ils se contentaient de la repousser avec leurs lances sans vraiment contre-attaquer. Les archers étaient plutôt adroits, puisque près de 90% des flèches atteignaient leur cible. Mais la plupart semblaient rebondir sur la Viverne sans causer de dégâts. La peau de la créature était-elle si résistante, ou était-ce dû à un niveau insuffisant? Impossible à dire, mais, comme pour un coup critique dans un jeu, l'une des filles gardant les sorciers réussit à transpercer la peau de la Viverne d'une flèche. À ce moment-là, je remarquai d'autres soldats dans la forêt, à une certaine distance du cercle. À première vue, ils semblaient légèrement équipés. Peut-être s'agissait-il de civils, comme des ingénieurs militaires ou des officiers de transport, cherchant refuge loin du combat. Ce qui signifiait que l'armée avait probablement défié la Viverne en espérant la gagner. J'avais prévu de l'aider en l'effrayant avec des pierres si nécessaire, mais je ne m'étais apparemment pas inquiété pour rien. J'ai rangé la pierre dans le stockage et je me suis installé pour observer le combat de cette armée. La Viverne fondit à plusieurs reprises pour attaquer, mais les troupes encerclées la repoussèrent à chaque fois avec leurs murs de lance et les petits carreaux tirés par leurs arbalètes. Finalement, lors de la 4e attaque, quelque chose changea. Alors qu'elle s'apprêtait à s'élever après une autre attaque ratée, son équilibre vacilla, comme si une de ses ailes avait soudainement perdu sa portance. La bête s'écrasa au sol de manière anormale, comme frappée par un énorme marteau invisible. Il devait s'agir d'une sorte de magie à l'œuvre. Lorsque la Viverne perdit l'équilibre, j'entendis l'un des sorciers au centre chanter un chant rythmé, presque synthétique, se terminant par un mot crié « Turbulence ». La dernière partie devait être un mot déclencheur, je l'entendis presque en stéréo. C'était comme si elle avait prononcé un mot ancien et son équivalent moderne en même temps. Mon cerveau assimilait le mot moderne en japonais, rankiryu, et le mot ancien en anglais, turbulence. C'était fascinant. Apparemment, le sort qui avait porté le coup fatal à la Viverne s'appelait marteau d'air. C'était la première fois que j'entendais un sort magique être chanté, mais je me demandais comment les incantations étaient prononcées dans ce monde. Je comprenais les derniers mots déclencheurs, mais le chant lui-même ressemblait plus à une série de sons étranges qu'à de vrais mots. C'était presque comme si on utilisait un logiciel de musique pour générer une série de notes sur un PC. Tandis que des détails futiles me distrayaient une fois de plus, le combat avait progressé. La Viverne poussait des cris révoltants en se traînant au sol, mais sa barre de PV indiquait qu'elle n'avait pas subi tant de dégâts que ça. Les sorciers semblaient pourtant avoir bien fait leur travail. La créature déploya ses ailes pour tenter de s'envoler, mais les chevaliers à cheval la transpercèrent de leurs lances. Malgré tout, ses PV n'avaient baissé que d'environ 20%. Un chevalier particulièrement haut placé plaqua habilement une de ses ailes au sol, piégeant la Viverne sur le dos. Les autres chevaliers s'unirent pour immobiliser l'autre aile, mais un seul battement les envoya valser en arrière de plusieurs mètres, chevaux compris. Ils avaient immobilisé le monstre à moins de 100 mètres du rocher derrière lequel je me cachais. J'étais peut-être un peu trop près. Éclair Inazuma, le sorcier au centre du cercle, lança un éclair sur la Viverne. Ce n'était pas un véritable coup de foudre, mais le rugissement et l'éclair blanc me firent mal aux yeux et aux oreilles. Je suppose que les compétences ouïe fine et vision longue distance présentaient quelques inconvénients. Mes oreilles bourdonnaient encore, je n'entendis donc aucun ordre, mais les soldats se divisèrent en 3 groupes, encerclant la Viverne, lance à la main. Les sorciers du centre se dispersèrent également en 3 groupes, accompagnés de leurs escortes. Même clouée au sol et engourdie par la foudre, la Viverne se débattait encore violemment. Frappant violemment le dard de sa queue et claquant du bec, elle semblait porter quelques coups au rang des soldats. Même à bout portant, les lances et les arbalètes des soldats parvenaient à peine à percer l'épaisse peau, mais peu à peu, elle subissait des dégâts. La défaite de la Viverne semblait imminente, mais elle attendait apparemment sa chance. Visant un soldat qui s'était approché trop près par inadvertance, elle balança sa longue queue et porta un coup direct. Probablement libérée par la force de ce mouvement,
la créature ouvrit grand les ailes et chargea vers la falaise la plus proche. Autrement dit, ma cachette. Arrêtez ça, Zena. Oui, monsieur. Le commandant hurla un ordre ridicule au soldat magique le plus proche. Les soldats devant elle, bien que visiblement alarmés par l'attaque du monstre, stabilisèrent résolument leurs lances pour l'arrêter. Ces troupes étaient peut-être effrayées, mais leur morale était au beau fixe. À leur place, je me serais enfui à toute vitesse. Coussin d'air qui, chargeant à la vitesse d'un sprinter olympique, la Viverne s'écrasa contre un mur invisible à quelques mètres du soldat magique. Je ne pouvais pas voir le mur, mais le nuage de terre et d'herbe suggérait qu'il était aussi grand que 2 buts de football empilés. Puisque la situation ne me concernait pas, je pouvais me permettre de l'évaluer avec sérénité, mais pour les soldats impliqués, ce n'était pas une mince affaire. Apparemment, même la magie n'était pas suffisante pour changer les lois de la physique, car la Viverne et le soldat qui avait créé la barrière furent tous deux affectés par le contre-coup. La Viverne s'écrasa au sol, mais le petit soldat magique fut violemment projeté dans les airs. Le sort avait dû fonctionner comme un coussin. Elle fut projetée en l'air, mais pas suffisamment pour l'écraser. Ce n'était probablement pas pire qu'un coup de poing puissant. Aussitôt, 2 sorts se dirigèrent vers le lieu de l'affrontement. Éclair Inazuma. Résistance à la chute Rakazokudo Kaigen. Le premier acheva la Viverne d'un nouvel éclair, tandis que le second était un sort pour ralentir la chute du soldat magique qui tournoyait dans les airs. Au début, je ne savais pas de quel sort il s'agissait, mais comme je voyais sa vitesse de descente diminuer visiblement, c'était assez facile à deviner. Le problème était que sa vitesse horizontale ne ralentissait pas du tout. Elle était à au moins 25 mètres dans les airs, et à la vitesse à laquelle elle allait, elle me passerait au-dessus de la tête et volerait droit vers le précipice derrière moi. Leur combat avait semblé si réel que je n'avais même pas pris le temps de me dire que ce n'était qu'un rêve. J'ai simplement tourné les talons et couru, longeant une épaisse branche morte qui s'avançait vers la falaise. C'était un peu effrayant, mais même si je tombais à cette hauteur, je m'en sortirais. Je le savais par expérience. Malheureusement, je me suis arrêté juste au bout de la branche et j'ai tendu la main. Mais ce n'était pas suffisant. En dessous de moi, j'ai vu une autre branche, légèrement plus longue, alors j'ai sauté dessus, tendant le bras aussi loin que possible. Cette fois, j'y suis parvenu. Comme si elle attendait que je lui attrape la cape, le sort de réduction de chute s'est dissipé et le poids du soldat magique est revenu à la normale. Zut! J'ai tendu la main un peu trop loin. Le poids de la fille m'entraînait avec elle. Je me suis accroché à la branche et j'ai réussi à nous empêcher de tomber. J'ai changé de posture, la soulevant d'une main sous sa poitrine. Si c'était un roman léger ou un manga, ce serait le moment idéal pour une scène osée accidentelle, mais je regrette de vous informer que je n'ai ressenti que le métal froid et dur de son plastron. C'était un peu décevant, certes, mais la situation n'était pas vraiment propice à ce genre de choses, de toute façon. J'ai donc ajusté ma prise et je l'ai ramenée à la racine de la branche. Le soldat magique était inconscient, apparemment évanoui lors de la collision avec la Viverne. En écartant sa frange trempée de sueur, j'ai vu qu'elle avait un visage doux et gentil. D'après l'affichage de la réalité augmentée, c'était Zena Marientei, 17 ans. Apparemment, elle était issue d'une longue lignée de chevaliers héréditaires. Était-ce pour autant une sorte d'aristocrate? Je n'en étais pas sûre. Si je devais la résumer, je dirais qu'elle était mince, simple et belle, le genre de personne qui ignorerait probablement sa popularité auprès des garçons. Ses cheveux blonds clairs étaient tressés en une tresse, et une sorte de coiffe blindée protégeait sa petite tête. De longs cils ornaient ses paupières closes, et les sourcils, cachés par sa frange, dessinaient une ligne prononcée, même si je ne pouvais dire s'il était dessiné. Je ne voyais aucun maquillage sur elle, et elle avait un teint radieux, ses lèvres d'un rose tendre. La jeune fille ne semblait pas porter de parfum, mais une légère odeur douce et féminine se mêlait à l'odeur de la sueur. Elle portait une armure de cuir par-dessus sa chemise à manches longues et son pantalon, ainsi que de lourdes bottes et la cape résistante sur ses épaules qui lui avait sauvé la vie. Elle avait dû laisser tomber sa courte baguette, car elle avait les mains vides. J'avais été trop affolée pour le remarquer auparavant, mais des messages concernant de nouvelles compétences et de nouveaux titres étaient apparus dans mon journal. Plus grand que titre acquis, sauveteur, compétences acquises, transport, apparemment, les titres étaient aussi faciles à acquérir que les compétences. Où suis-je? Oh, tu es réveillée? Elle venait de reprendre connaissance, alors je l'ai rapidement avertie. Je te conseille d'éviter de regarder en bas. Hein? Ah! En tant que soldat, il semblait que sa seule réaction en se trouvant sur une fine branche au bord d'une falaise était un bref cri d'alarme. Êtes-vous blessé? Je suis encore un peu engourdie, mais je ne pense pas être blessée nulle part. Peut-être n'était-elle pas habituée à la proximité des hommes, mais elle semblait un peu mal à l'aise que je la porte, alors je l'ai aidée à grimper au pied de la branche plus solide au-dessus. Ah, aïe, ça va? Elle semblait avoir mal de s'appuyer sur son pied,
alors je me suis empressée de la soutenir. Elle avait dû se blesser la cheville quand la viverne l'avait projetée. Elle ne semblait pas cassée, mais c'était probablement une entorse. Merci beaucoup. Où sommes-nous? La dernière fois que je me souviens, je combattais une viverne. Tu es tombée du ciel. J'escaladais la falaise, là. Je suis tombée de là-haut? La fille leva les yeux vers le haut de la paroi rocheuse, médusée. Elle était à environ 5 mètres au-dessus de nous, peut-être à un peu plus de 3 étages. Je crois qu'une sorte de magie a ralenti ta chute, c'est grâce à ça que j'ai pu te rattraper. Vraiment? Alors tu m'as sauvé la vie, dit-elle en me remerciant timidement. Elle était légèrement plus grande que moi, mais peut-être parce que son menton était baissé, elle semblait me regarder. Elle avait un sourire assez puissant. Si j'étais encore lycéenne, je suis sûre que ça aurait été le coup de foudre. Mais je ne suis pas une perverse qui tombe amoureuse de filles de 10 ans plus jeunes que moi, alors évidemment, ça ne s'appliquait pas. Non, pas du tout. Je m'appelle Satou, je ne suis qu'un humble marchand ambulant. Ce métier était l'histoire que j'avais inventée en chemin. Vu le décor féodal fantastique, il y avait un risque que les citoyens ordinaires voient leurs déplacements limités, et si je me contentais de dire que j'étais un voyageur, on pourrait me prendre pour un voleur. Prendre toutes ces précautions en rêve aurait peut-être été absurde, mais vu la réalité des choses jusque-là, je ne serais pas surpris d'être emprisonné. Pour donner plus d'authenticité à mon histoire, je la regardais droit dans les yeux. Je suis Zena, soldate magique et vassale du comte Seriou. Je sers dans son armée depuis 2 ans. J'ai 17 ans, je suis célibataire et c'est célibataire. Personne ne m'a posé de questions, mais bon. Zena semblait un peu affolée, mais son expression était sincère lorsqu'elle me raconta sa structure familiale et tout le reste. J'acquiesçai et répondis d'un ton monosyllabique si nécessaire, tout en évaluant le meilleur itinéraire pour grimper le mur. Excusez-moi une seconde, je vais sauter quelquefois. La portant à 2 bras, je sautillai légèrement sur place. Elle semblait surprise, mais pas douloureuse. Tiens-toi bien, je vais nous emmener là-haut. Hein? En haut de cette falaise? Oui, il y a un nombre surprenant de prises, alors ça devrait être facile. Allons-y, m'assurant qu'elle tenait fermement, je sautai légèrement d'une prise à l'autre. J'essayais d'utiliser tout mon corps, pas seulement mes genoux, comme un ressort pour amortir le choc de chaque saut et ne pas la bousculer. On y est, ouf, tu es très agile, n'est-ce pas? Zena s'accrochait toujours à moi, et je sentais son cœur battre à tout rompre à travers son armure. Ses joues semblaient rougir lorsqu'elle leva les yeux, et sa voix tremblait. Quelle fille étrange, elle semblait encore effrayée, car elle ne faisait aucun effort pour descendre, alors j'ai continué à la porter tandis que nous traversions le plateau rocheux, la ramenant vers ses amis. Arrête-toi tout de suite. Qui es-tu? Lâche-la. Une petite femme me défiait du haut d'un gros rocher. Une collègue de Zena, sans doute. Elle me lança un regard noir, son arbalète prête. Attends, Lilio, il va bien. Tais-toi, Zenachi. Zena tenta d'intervenir en ma faveur, mais son interlocuteur refusait. Enfin, c'était une réaction normale, je suppose. Prudemment, je la déposai au sol, assise. Bien, maintenant, recule. Lilio, cette personne m'a sauvé la vie. Après avoir suffisamment reculé, une soldate en armure lourde surgit brusquement de l'ombre de la falaise et se précipita vers Zena, la souleva et la ramena vers la paroi rocheuse. À sa place, une autre femme en armure apparut, pointant son grand sabre sur moi. On entendait Zena protester de l'autre côté, mais elle refusa de baisser son épée. Enfin, je lui ai sauvé la vie, mais bon. Nomme-toi. Je ne voyais pas son visage sous son couvre-chef, mais la voix du soldat était plutôt sensuelle. À en juger par les courbes que son armure ne parvenait pas à masquer entièrement, elle était vraiment magnifique. Bon, ce n'était que ma théorie personnelle, mais je serais ravie d'avoir raison. Parlez, comment vous appelez-vous? Enchanté, soldat. Je m'appelle Satou, je suis colporteur ambulant. Plutôt bredouille pour un colporteur, non? Je suppose que le sac plat que je portais en bandoulière ne lui suffisait pas. C'était quelque chose que j'avais trouvé dans mon butin, le sac sans fond, standard de tout jeu de rôle sur table. Dans ce monde, on l'appelait un sac de garage. Je n'en avais pas vraiment besoin, puisque j'avais du rangement, mais la petite sacoche en cuir noir était un accessoire de mode élégant. Était-il inhabituel pour un marchand de transporter ses marchandises dans un sac comme celui-ci? J'ai honte de dire que mon cheval de bas s'est enfui hier après avoir été surpris par les météorites. Des météorites? Ah, vous voulez dire la pluie d'étoiles d'hier. J'ai supposé que les pluies de météores que j'avais lancées hier étaient probablement visibles de loin, donc il était logique d'utiliser cela comme excuse. Le fait qu'il l'appelait déjà « chute d'étoiles » était typique de l'écriture fantasy. Plus grand que compétence acquise. Fabrication, plus grand que compétence acquise. Inventer des excuses, bon, je savais que j'avais inventé ça à la volée, mais ces noms de compétences étaient un peu déplacés. Cela dit, ils avaient l'air plutôt utiles, alors j'ai décidé d'ajouter quelques points à chacun quand même. Il y a un trou dans votre histoire.
Si vous rouliez sur l'autoroute, votre cheval aurait couru dans la direction opposée. C'était vraiment dommage de ne pas pouvoir voir le visage de la femme. Je n'avais aucun doute sur son expression sadique. J'étais étrangement calme, vu qu'on m'interrogeait à la pointe du rasoir, mais c'était probablement dû au fait que les icônes du menu et le radar dans mon champ de vision me perturbaient. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était qu'un jeu et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Peut-être parce que j'avais activé la compétence « fabrication », toutes sortes d'excuses me sont venues à l'esprit. Pardon, mais connaissez-vous un endroit appelé le Bastion des Soldats? Oui, bien sûr, c'est là que vont ceux qui souhaitent mourir. Était-ce un lieu de suicide populaire, ou quoi? Mais j'étais content que ce ne soit pas une zone interdite. On m'a dit que la tombe d'un des bienfaiteurs de mon grand-père se trouve là, alors j'allais la visiter quand j'ai vu la pluie d'étoiles. Quand mon cheval s'est enfui, j'ai paniqué et je l'ai poursuivi, mais bien sûr, je n'ai pas pu le rattraper. Je vois, quel malheur. Oh, m'a-t-elle cru? Laissons faire mes compétences de fabrication et de trouvaille d'excuses à fond, j'imagine, elles étaient super efficaces. Tu as tes papiers d'identité? Des papiers d'identité? J'avais mon permis de conduire dans mon portefeuille, mais j'étais presque sûre que les montrer ne ferait que causer plus de problèmes. Malheureusement, ils étaient cachés dans la cape de mon cheval de bas, donc je ne les ai pas sous la main. Bon, tu peux les faire rééditer à Serious City. Sur ce, elle glissa sa grande épée dans le fourreau qu'elle portait sur le dos et le referma. Dis donc, Yona, tu vas vraiment le croire comme ça? Et si c'était un voleur? Il a les doigts très pincés, sans parler de sa robe magique hors de prix. C'est probablement un noble d'un petit pays du Nord. C'est peut-être un espion, alors. Je doute qu'ils emploient quelqu'un qui n'est clairement pas de notre royaume comme espion, tu ne crois pas? La jeune femme descendue du rocher murmurait avec insistance aux soldats lourdement blindés. Grâce à ma compétence, oui fine, je pouvais tout entendre. Qu'est-ce qui ne va pas, Lilio? Je croyais que les jeunes aux cheveux noirs étaient ton genre. Ce sont mes moins préférés maintenant, pour des raisons personnelles. Ah, il t'a largué, hein? Tu veux que je t'offre un repas qui te fera grossir la poitrine? Il ne m'a pas largué à cause de ma poitrine. Mais je ne refuserai pas un repas gratuit. Tu peux aussi écouter mes problèmes pendant que tu y es. Après les avoir plus ou moins persuadés de se calmer, Zena les laissa à leur conversation entre filles et vint s'excuser de l'impolitesse de ses collègues. Avec les autres femmes, nous nous dirigeâmes vers le quartier général des troupes. Leur campement était juste à côté de la route, je n'eus donc pas d'autre choix que de les suivre. De plus, cela aurait probablement semblé suspect si j'avais tenté de m'en aller et de m'enfoncer dans la forêt. Le champ de bataille sentait si fort le sang que j'avais eu envie de vomir. Heureusement, cela ne s'est pas produit, peut-être grâce à mes capacités de résistance. Il y avait quelques corps recouverts de tissus et plusieurs autres blessés recevant les premiers soins, sans oublier l'énorme cadavre de la Viverne. Alors, des morts étaient-ils morts dans cette bataille? Étrangement, je n'ai pas vraiment vu de soldats pleurer. Peut-être se consacraient-ils à leur travail pour étouffer leur tristesse. Les hommes que je prenais pour des ingénieurs militaires s'affairaient avec ce qui ressemblait à des scies pour démanteler le cadavre de la Viverne. Il était probablement difficile de drainer tout le sang d'un corps aussi imposant, ce qui expliquait les éclaboussures de sang sur les ouvriers. Apercevant Zena, désormais sous la garde de garde, le chevalier à cheval qui semblait être le commandant s'approcha au trot. Je n'avais jamais vu un cheval d'aussi près. Son haleine était fétide et il reniflait sauvagement par le nez. Arrête de me regarder avec ses yeux mièvres. C'est bien, seulement pour les jolies femmes, compris? Zena, tu vas bien? Oui, grâce à cette personne. Voici Satou, une colporteuse très agile. L'introduction de Zena semblait contenir des détails superflus, mais je retins toute remarque acerbe. Alors, nous avons une dette envers toi. Ce serait terrible si nous avions perdu un précieux soldat magique. On aurait pu croire que sa perte n'aurait pas été si grave si elle n'avait pas été un soldat magique, mais à en juger par les sourires des gens autour de nous, ce n'était probablement qu'une plaisanterie. La femme en armure qui m'avait interrogé plus tôt murmura à l'oreille du capitaine ce que je lui avais dit, et ils me demandèrent ce que j'avais vu au bastion des soldats. Apparemment, le groupe avait été envoyé la veille de Serious City pour enquêter afin de déterminer si la pluie d'étoiles avait causé quelque chose d'étrange.